Je suis arrivé dans l'allée de mes beaux-parents 2 heures plus tôt que prévu le soir du réveillon de Noël, et ce que j'ai entendu à travers la fenêtre de la cuisine a détruit 11 ans de mariage en moins de 60 secondes. Je m'appelle Romain Moreau, et voici l'histoire de la confession de Noël de ma femme qui s'est transformée en la vengeance la plus brutale que je n'ai jamais vue venir. La neige tombait drue ce soir de décembre, rendant le trajet de mon bureau à la maison de la famille Leroy plus lent que d'habitude. J'avais terminé mes rapports trimestriels en avance, ce à quoi mon patron ne s'attendait pas lorsqu'il m'avait accordé une prolongation de délai. 3 heures de liberté avant la fête de Noël annuelle des Leroy. 3 heures que j'ai décidé de passer à surprendre ma femme, Élise, au lieu de rester coincée dans les embouteillages des fêtes. La maison des Leroy ressemblait à quelque chose sorti d'un film de Noël. Des lumières blanches enroulées autour de chaque colonne, des couronnes à chaque fenêtre, et cet immense sapin de Nordman visible à travers la baie vitrée que la mère d'Élise, Catherine, insistait pour décorer dès le 1er décembre, chaque année sans exception. Je pouvais entendre de la musique et des rires de l'intérieur alors que je me garais dans la rue, laissant l'allée libre pour les autres invités qui arriveraient bientôt. J'ai pris le vin que j'avais acheté, un vin cher que Catherine ferait semblant d'apprécier tout en souhaitant secrètement que j'ai apporté la marque Bon Marché qu'elle préférait en réalité, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'est alors que j'ai entendu la voix d'Élise provenant de la fenêtre ouverte de la cuisine, forte et claire par-dessus la musique de Noël. Je suis enceinte de 3 semaines du bébé de mon patron. Frédéric va être père, et il ne le sait même pas encore. Je me suis figé sur le trottoir, la neige s'accumulant sur mes épaules, cette bouteille de vin pesant soudainement 450 kilos dans mes mains. La voix de Catherine a répondu, ravie et conspiratrice. Oh, ma chérie, c'est une merveilleuse nouvelle. Frédéric est un homme si brillant, bien meilleur que Romain ne l'a jamais été. Maman, tu n'as aucune idée, a ri Élise. Le genre de rire que j'aimais entendre autrefois, mais qui sonnait maintenant comme le crissement d'une craie sur un tableau noir. Frédéric gagne plus en bonus que Romain en 1 an. Et lui, il a de l'ambition. Tu sais, il va loin. Romain est coincé dans la même entreprise depuis 8 ans, à faire le même travail de finance ennuyeux. Je n'ai jamais compris ce que tu voyais en Romain de toute façon, a poursuivi Catherine. Un homme si banal. Sans réelle perspective. Mais Frédéric, lui, c'est le genre de gendre que j'ai toujours voulu. Mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais de la pure rage qui montait dans ma poitrine. 11 ans. Nous étions mariés depuis 11 ans, ensemble depuis 13. Et elle se tenait dans la cuisine de sa mère le soir du réveillon de Noël, discutant nonchalamment de sa liaison et de sa grossesse comme si elle parlait de la météo. Quand vas-tu le dire à Romain? A demandé Catherine. Après les fêtes, a dit Élise. Je demanderai le divorce en janvier. Frédéric et moi avons tout planifié. Je prendrai la maison, évidemment. Romain ne se battra pas pour ça. Il ne se bat jamais pour rien. Je me suis éloigné de cette fenêtre lentement, silencieusement, comme si je me retirais d'une scène de crime, ce qui, je suppose, était le cas d'une certaine manière. Le crime de mon mariage, le meurtre de tout ce que je croyais réel. Je suis retourné dans ma voiture, j'ai posé ce vin cher sur le siège passager, et je suis resté assis là un moment. La neige continuait de tomber. Les lumières de Noël continuaient de scintiller. À l'intérieur de cette maison, ma femme et ma belle-mère continuaient de planifier ma destruction tout en dégustant probablement le fameux lait de poule de Catherine. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé le volant comme ils le font dans les films. Au lieu de cela, j'ai démarré ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé 3 appels qui allaient tout changer. Le premier appel était pour mon avocat, David Bernard. Nous étions allés à l'université ensemble, et il me devait une faveur depuis que je l'avais aidé à restructurer les finances de son cabinet 5 ans auparavant. Romain, joyeux Noël, a répondu David, d'un ton détendu et légèrement éméché. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu déposes une demande de divorce immédiatement, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Ma femme est enceinte de l'enfant d'un autre homme, et je viens de l'entendre prévoir de divorcer de moi en janvier. Le ton détendu a disparu. Mon Dieu, Romain, je suis désolé. Quand l'as-tu découvert? Il y a environ 5 minutes. Peux-tu déposer la demande avant la fin des vacances? Les tribunaux sont fermés jusqu'au 27, mais je peux tout préparer pour déposer la demande à la première heure ce matin-là. Tu es sûr de toi? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. Avant d'entendre la suite, si vous trouvez cette histoire utile,
veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un commentaire ci-dessous sur un moment où vous avez découvert quelque chose qui a complètement changé votre perspective. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Votre soutien m'aide à partager plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, revenons au moment où ma vie s'est brisée en deux. Le deuxième appel était pour mon frère aîné, Camille. Il était détective privé spécialisé dans la fraude d'entreprise, mais il s'était diversifié dans les affaires familiales au fil des ans. Si quelqu'un pouvait rassembler des preuves rapidement et discrètement, c'était bien lui. « Camille, j'ai besoin de ton aide », ai-je dit quand il a répondu. Élise a une liaison avec son patron. Elle est enceinte. J'ai besoin de documents sur tout. Mince, petit frère. Depuis combien de temps ça dure? Aucune idée, mais elle est enceinte de 3 semaines, donc au moins depuis ce temps. Probablement plus longtemps. Donne-moi le nom du patron et de l'entreprise. J'aurai un dossier complet d'ici demain après-midi. Son nom est Frédéric Dubois. Il est vice-président des opérations chez Aérospatiale Horizon. Camille a sifflé. Frédéric Dubois. Romain, je connais ce nom. Laisse-moi passer quelques appels. Ça pourrait être plus gros qu'une simple liaison. Le troisième appel était pour Élise. Je devais jouer ça parfaitement. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix vive et faussement joyeuse. Salut chérie, où es-tu? La fête va bientôt commencer. Toujours coincé au bureau, ai-je menti doucement. Martin avait besoin d'aide avec les derniers chiffres trimestriels. J'en ai probablement pour encore 2 heures. Vas-y, profite de la fête sans moi. Oh, c'est dommage. Elle n'avait pas l'air déçue du tout. Maman prépare sa fameuse côte de bœuf. Garde-moi une assiette, ai-je dit, puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai conduit jusqu'à la maison de Camille au lieu de la mienne. Il vivait à 40 minutes de là, dans un loft en centre-ville qui ressemblait à quelque chose d'un film d'espionnage, tout en briques apparentes et en équipement informatique de haute technologie. Quand je suis arrivé, il avait déjà 3 moniteurs en marche, affichant des informations sur Frédéric Dubois. Le patron de ta femme est un sacré numéro, a dit Camille en désignant les écrans. Marié depuis 15 ans à une femme nommée Claire, 2 enfants dans une école privée, membre de 3 clubs de golf, et voici la partie intéressante, il a fait l'objet de 2 enquêtes des ressources humaines pour relations inappropriées avec des subordonnés. Je me suis penché plus près du moniteur. Qu'est-il advenu de ces enquêtes? Les 2 ont été réglés discrètement. L'entreprise a payé les femmes pour qu'elles s'en aillent. Dissimulation d'entreprise standard. Mais Romain, il y a plus. Dubois détourne des fonds d'Aérospatiale Horizon depuis au moins 3 ans. J'ai un contact dans leur service de comptabilité qui a documenté des irrégularités. De combien parle-t-on? Estimation prudente? Près de 2 millions d'euros. Je me suis assis lourdement sur la chaise de bureau de Camille. Ma femme n'avait pas seulement une liaison avec son patron. Elle avait une liaison avec un criminel. Peux-tu le prouver? Ai-je demandé. Camille a souri, le genre de sourire qui signifiait qu'il était sur le point de faire quelque chose de complètement légal mais de délicieusement dévastateur. Donne-moi 48 heures. J'aurai assez de preuves pour enterrer ce type si profondément qu'il aura besoin d'une pelle pour trouver la lumière du jour. J'ai passé le jour de Noël dans le loft de Camille pendant qu'Élise m'envoyait des textos de plus en plus agacés sur le fait que je manquais la fête. J'ai répondu avec de vagues excuses sur des urgences de travail et j'ai promis de me rattraper. Elle a arrêté d'envoyer des textos vers minuit. Camille a travaillé toute la nuit, faisant appel à des faveurs de contact dans toute la ville. À midi le jour de Noël, il avait un dossier d'une dizaine de centimètres d'épaisseur avec des documents sur les crimes de Frédéric Dubois, des relevés bancaires montrant des dépôts inexpliqués, des mémos internes qui avaient été supprimés mais récupérés, des chaînes de courriels discutant des règlements avec les ressources humaines, et des photographies, beaucoup de photographies de Frédéric et Élise ensemble dans des hôtels, des restaurants, même à des événements d'entreprise où ils pensaient que personne ne regardait. Ta femme est sa maîtresse depuis 8 mois, a dit Camille en faisant glisser le dossier sur son bureau vers moi. Elle n'était pas la première. Elle ne sera pas la dernière. Ce type a un schéma. Et la grossesse? Ai-je demandé. Selon ses dossiers médicaux, que j'ai pu consulter par des voies tout à fait légales impliquant un ami au cabinet de son médecin qui me devait une faveur, elle est définitivement enceinte. Le calendrier correspond au moment où la femme de Dubois rendait visite à sa sœur à Strasbourg pendant 2 semaines en novembre. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire.
Chaque page était un nouveau coup de poignard dans le dos. Des reçus d'hôtel où Élise s'était enregistrée en tant que « Madame Dubois ». Des textos où elle appelait Frédéric « Papa » et parlait de leur avenir ensemble. Des documents financiers montrant que Frédéric avait déplacé de l'argent sur un compte à l'étranger, prévoyant probablement de fuir lorsque le détournement de fonds serait découvert. « Quel est le plan ?» a demandé Camille. J'ai levé les yeux vers mon frère. « Nous allons les détruire tous les deux. Complètement, légalement, mais minutieusement. » Camille a souri. « C'est bien mon petit frère. » Alors, quel est le plan? Au cours des 2 heures suivantes, nous avons planifié exactement comment cela se déroulerait. Étape par étape, pièce par pièce, nous avons construit une stratégie qui exposerait Élise et Frédéric tout en me protégeant de toute retombée. La première étape consistait à contacter la femme de Frédéric, Claire. Camille avait ses coordonnées, et après quelques débats, j'ai décidé que je devais lui dire personnellement. Elle méritait de savoir ce que faisait son mari. Je l'ai appelée ce soir-là. Quand elle a répondu, j'ai pu entendre des enfants rire en arrière-plan, jouant probablement avec leurs cadeaux de Noël. « Madame Dubois, je m'appelle Romain Moreau. Je suis marié à l'une des employées de votre mari, Élise Moreau. Nous devons parler de Frédéric. » Les rires des enfants se sont arrêtés brusquement. Claire a dû se déplacer dans une autre pièce car soudain, tout était silencieux. « Qu'y a-t-il à propos de Frédéric ?» a-t-elle demandé, sa voix soigneusement neutre. « Il a une liaison avec ma femme. Elle est enceinte de son enfant, et il y a des preuves qu'il détourne des fonds de l'entreprise. » Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, Claire a parlé, et sa voix était toujours glaciale. « Depuis combien de temps le savez-vous ? » Je l'ai découvert hier, la veille de Noël. J'ai entendu Élise parler de la grossesse à sa mère. Pouvez-vous prouver tout cela ? Absolument tout. J'ai des documents, des photographies, des dossiers financiers, tout ce dont vous auriez besoin pour une procédure de divorce et des poursuites pénales. Claire a ri, mais il n'y avait aucune humeur dans son rire. Monsieur Moreau, je soupçonne Frédéric de me tromper depuis des années, mais le détournement de fonds. Ça, c'est nouveau. Pouvez-vous m'envoyer des copies de tout ? Je peux faire mieux que ça. Je peux organiser une rencontre avec mon frère, qui est détective privé. Il pourra vous présenter toutes les preuves et vous aider à coordonner avec les forces de l'ordre. J'aimerais beaucoup cela, a dit Claire. Et monsieur Moreau, merci de m'avoir appelé. La plupart des hommes n'auraient pas eu ce courage. La plupart des hommes ne s'en soucieraient probablement pas, ai-je répondu. Mais ma femme a détruit ma vie. Je me dis que le moins que je puisse faire est de m'assurer que Frédéric paie pour avoir détruit la vôtre. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes, coordonnant notre approche. Claire était plus intelligente que je ne l'avais prévu, pensant déjà 3 coups à l'avance à la protection des actifs et aux arrangements de garde. Au moment où nous avons raccroché, j'avais en fait pitié de Frédéric Dubois. Il était sur le point d'être frappé par un tsunami juridique qu'il n'avait jamais vu venir. La deuxième étape consistait à déposer la demande de divorce. David les avait prêtes à la première heure le 27 décembre, et je les ai fait signifier à Élise à son travail chez Aérospatiale Horizon pendant une réunion de département, avec Frédéric Dubois assis juste à côté d'elle. Camille avait un contact dans l'entreprise qui nous a décrit la scène plus tard dans la soirée. L'huissier de justice est entré dans la salle de conférence, a appelé le nom d'Élise et lui a remis l'enveloppe devant 15 collègues et son patron Rahamant. Élise était apparemment devenue blanche comme un linge, puis avait regardé Frédéric avec une panique pure dans les yeux. Frédéric avait essayé de rester cool, suggérant qu'il prenne une pause pour qu'Élise puisse gérer sa question personnelle, en privé, mais le mal était fait. Tout le monde dans cette pièce savait exactement ce que ces papiers signifiaient, et les ragots de bureau se répandent comme une traînée de poudre. La troisième étape était la plus satisfaisante. Pendant qu'Élise se faisait signifier les papiers du divorce, la brigade financière signifiait à Frédéric Dubois un mandat d'arrêt. Il s'est avéré que le contact de Camille à la comptabilité coopérait avec une enquête sur la fraude d'entreprise, et le détournement de fonds de Frédéric n'était qu'une pièce d'un dossier plus vaste. Ils l'ont arrêté sur le parking alors qu'il quittait le travail. Élise a regardé depuis la fenêtre du 3e étage de l'immeuble, tenant toujours ses papiers de divorce, tandis que les agents mettaient son amant menotté et lui lisaient ses droits. Camille m'a envoyé une photo que quelqu'un avait prise, Élise debout à la fenêtre, le visage pressé contre la vitre, du mascara coulant sur ses joues. C'était la dernière fois que je la voyais pleurer. La 4e étape impliquait Catherine Leroy, mon ancienne belle-mère,
qui avait été si ravie de la grossesse d'Élise et si méprisante de mes perspectives. Je lui avais réservé une vengeance spéciale. Catherine était un membre éminent de sa paroisse, le genre de femme qui organisait des événements caritatifs et siégeait à divers conseils communautaires. Sa réputation était tout pour elle. J'ai donc fait en sorte que son curé, son club de lecture et chaque membre de ses conseils reçoivent des paquets anonymes contenant les transcriptions de cette conversation de la veille de Noël que j'avais enregistrée à travers la fenêtre de la cuisine. Les transcriptions incluaient le soutien enthousiaste de Catherine à la liaison de sa fille, ses commentaires moqueurs à mon sujet et son absence totale d'objection morale à l'adultère et à la tromperie. En moins de 48 heures, on avait demandé à Catherine de démissionner de 2 conseils, et son curé avait programmé une séance de « conseil pastoral », que tout le monde savait être le langage de l'Église pour dire « vous avez de gros ennuis ». Élise m'a appelé exactement une fois après avoir reçu les papiers du divorce. J'ai laissé le message sur la boîte vocale. « Romain, s'il te plaît, nous devons parler. C'est insensé. Tu détruis ma vie pour un malentendu. Rappelle-moi, s'il te plaît. » J'ai supprimé le message sans répondre. Elle a essayé d'envoyer des textos. J'ai bloqué son numéro. Elle s'est présentée à mon appartement, j'avais déjà quitté notre maison pour un logement de location temporaire de l'autre côté de la ville. Quand je l'ai vue à travers la caméra de sécurité de la porte d'entrée, j'ai appelé la police et signalé une intrusion. Ils l'ont escortée hors de la propriété avec un avertissement concernant le harcèlement. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de David à examiner l'accord de divorce. L'avocat d'Élise avait essayé de se battre pour la maison, pour une pension alimentaire, pour une partie de mes comptes de retraite. David avait repoussé chaque tentative. La clause d'adultère dans votre contrat de mariage est en béton, a expliqué David en faisant glisser des papiers sur son bureau. Elle n'obtient rien, sauf ses effets personnels et ce qui se trouve sur son compte bancaire individuel. La maison reste à vous. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur votre retraite. Elle quitte ce mariage avec exactement ce qu'elle y a apporté, c'est-à-dire pratiquement rien. Et la grossesse, ai-je demandé. Ce n'est pas votre problème. La paternité est clairement établie comme étant la responsabilité de Frédéric Dubois. Il risque 20 ans de prison pour détournement de fonds, alors bonne chance pour percevoir une pension alimentaire. Mais c'est le problème d'Élise, pas le vôtre. J'ai signé les papiers sans hésitation. 11 ans de mariage se sont terminés d'un trait de plume. 4 semaines après Noël, Claire Dubois a demandé le divorce de Frédéric. Elle avait suivi mon conseil et s'était coordonnée avec Camille pour tout documenter. Les actifs de Frédéric ont été gelés en attendant le procès pénal. Sa réputation a été détruite, et Claire a obtenu la garde exclusive de leurs enfants, Frédéric n'ayant qu'un droit de visite supervisé, à condition qu'il ne soit pas en prison. Élise a perdu son emploi chez Aérospatiale Horizon. L'entreprise a décidé que la garder employée après le scandale serait mauvais pour le moral. Elle a essayé de trouver du travail dans d'autres entreprises, mais la nouvelle s'était répandue dans le secteur. Personne ne voulait embaucher la femme qui était tombée enceinte de son patron escroc. Catherine Leroy a perdu son poste au conseil paroissial après que les transcriptions ont été rendues publiques. Son mari, le père d'Élise, Georges, a demandé la séparation 6 semaines plus tard. Il s'est avéré qu'il n'avait aucune idée de l'encouragement de Catherine à la liaison, et il considérait cela comme une trahison de leur vœu de mariage également. Le château de cartes s'était effondré, et toutes les personnes impliquées étaient ensevelies sous les décombres. 5 mois après ce réveillon de Noël, j'étais assis dans un café du centre-ville quand quelqu'un m'a tapoté l'épaule. Je me suis retourné et me suis retrouvé face à Claire Dubois. « Monsieur Moreau », a-t-elle dit en souriant sincèrement. « J'espérais bien vous rencontrer un jour. Puis-je vous offrir un café ?» Nous nous sommes assis à une table dans un coin, et Claire m'a parlé de sa nouvelle vie. Elle avait tout pris à Frédéric dans le divorce, utilisant les accusations de détournement de fonds comme levier. Elle avait la maison, les voitures, la garde exclusive et suffisamment d'actifs pour vivre confortablement en élevant seule ses enfants. « Je voulais vous remercier », a dit Claire. « Si vous ne m'aviez pas appelé ce jour de Noël, je vivrais peut-être encore dans un mensonge. Frédéric continuerait à voler son entreprise et à me tromper, et je serais toujours la femme stupide qui ne savait rien. Vous n'avez jamais été stupide, ai-je dit. Vous étiez confiante. C'est différent. Peut-être, mais je ne suis plus confiante, a-t-elle souri. Maintenant, je suis prudente. Maintenant, je vérifie tout. Et maintenant, je suis libre.
Nous avons parlé pendant une autre heure, échangeant des histoires sur nos divorces respectifs et leurs conséquences. Claire était drôle, intelligente et d'une honnêteté rafraîchissante sur ses erreurs et les leçons apprises. Quand nous nous sommes finalement quittés, elle m'a donné son numéro. Si jamais vous voulez reprendre un café, a-t-elle dit, juste en tant qu'amis qui ont survécu à la même catastrophe, je pense que nous aurions beaucoup de choses à nous dire. J'ai pris le numéro, mais je n'étais pas prêt. Pas encore. Peut-être un jour. 6 mois après Noël, Élise a eu son bébé, un garçon. Elle a publié des messages à ce sujet sur les réseaux sociaux, des photos soigneusement sélectionnées qui rendaient la maternité célibataire romantique et valorisante. La réalité, selon les sources de Camille, était qu'elle vivait dans un petit appartement, travaillait dans le commerce de détail et luttait pour payer ses factures pendant que Frédéric attendait son procès en prison. Catherine a essayé de me contacter par l'intermédiaire de Georges, me demandant si j'envisagerais de retirer les accusations de harcèlement que j'avais déposées quand Élise s'était présentée à mon appartement. J'ai demandé à David d'envoyer une réponse formelle, déclinant la demande. 8 mois après Noël, mon divorce a été finalisé. J'ai célébré en emmenant Camille dîner dans un restaurant cher où Élise et moi nous étions fiancés 11 ans plus tôt. L'ironie ne nous a pas échappé. Tu as géré ça parfaitement, a dit Camille en levant son verre. La plupart des gars auraient confronté Élise immédiatement, peut-être seraient devenus violents. Ils auraient certainement fait des erreurs qui auraient pu être utilisées contre eux plus tard. Mais tu es resté calme, tu as rassemblé des preuves et tu les as détruites systématiquement. J'ai appris du meilleur, ai-je répondu en trinquant avec lui. Tu m'as appris que la vengeance est un plat qui se mange froid et légal. Absolument, a souri Camille. Alors, quelle est la suite pour toi? J'ai réfléchi à cette question. Quelle était la suite? J'avais ma maison, mon travail, ma liberté. Élise luttait. Frédéric était en prison. Catherine avait perdu son statut social. Tous ceux qui avaient participé à ma trahison avaient payé le prix. La suite, ai-je dit finalement, c'est que je recommence à vivre. Pour de vrai cette fois. Pas pour les attentes de quelqu'un d'autre ou les rêves de quelqu'un d'autre. Juste pour moi. 10 mois après Noël, j'ai croisé Élise dans une épicerie. Elle poussait une poussette d'une main et jonglait avec un panier de l'autre. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que ses 34 ans, rien à voir avec la femme confiante qui avait ri de mon manque de perspective dans la cuisine de sa mère. Elle m'a vu avant que je ne puisse me détourner. Romain. Élise. J'ai hoché la tête poliment, me dirigeant déjà vers la caisse. Attends, a-t-elle dit. S'il te plaît, pouvons-nous parler juste une minute? Contre mon meilleur jugement, je me suis arrêté. Que veux-tu, Élise? Je voulais dire que je suis désolé. Pour tout, pour la liaison, pour les mensonges, pour ce que j'ai dit sur toi. J'avais tort sur toute la ligne. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni douleur, ni même de satisfaction à voir jusqu'où elle était tombée. D'accord, ai-je dit simplement. D'accord? C'est tout? Que veux-tu que je dise d'autre, Élise? Tu as fait tes choix. Tu vis avec les conséquences. Je vis avec les miennes. C'est fini entre nous. Mais tu ne veux pas savoir pour le bébé? Tu ne veux pas le voir? Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas mon fils. C'est le fils de Frédéric Dubois. Et c'est ton problème, pas le mien. Je suis parti sans me retourner. Derrière moi, je pouvais entendre Élise commencer à pleurer, mais j'ai continué à marcher. Ce chapitre de ma vie était clos. Il était temps d'en commencer un nouveau. 1 an après Noël, j'ai reçu un appel de Claire Dubois. Nous étions restés en contact, nous retrouvant pour un café une fois par mois pour parler de la vie après la catastrophe. Elle était devenue une véritable amie, quelqu'un qui comprenait ce que j'avais traversé parce qu'elle l'avait traversé elle-même. Romain, j'ai des nouvelles, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Le procès de Frédéric s'est terminé hier. Il a écopé de 18 ans de prison. Bien, ai-je répondu. Il méritait plus, mais 18, c'est mieux que rien. Il y a autre chose, a poursuivi Claire. Le juge lui a ordonné de verser des dédommagements à l'entreprise et à toutes les femmes qu'il avait harcelées au fil des ans. Il est financièrement ruiné. Quand il sortira de prison, il n'aura plus rien. Comment te sens-tu par rapport à ça, ai-je demandé. Soulagée, a-t-elle dit honnêtement.
Mes enfants et moi pouvons enfin passer à autre chose sans nous soucier qu'ils s'immiscent dans nos vies. Il ne peut plus nous faire de mal. Alors je suis heureux pour toi, Claire. Tu mérites la paix. Toi aussi, a-t-elle dit, c'est pourquoi j'appelle. Mon entreprise organise un gala de charité le mois prochain. Je sais que ces événements ne sont pas vraiment ton truc, mais je me demandais si tu envisagerais d'être mon cavalier, juste en tant qu'ami. Je promets de ne pas rendre les choses bizarres. J'ai ri. Tu sais quoi? J'aimerais bien. Envoie-moi les détails. Le gala était élégant et étonnamment agréable. Claire avait raison, ces événements n'étaient généralement pas mon truc, mais avec elle comme compagnie, la soirée est passée à toute vitesse. Nous avons dansé, nous avons ri, et pour la première fois en un an, j'ai senti que je pouvais peut-être faire confiance à quelqu'un à nouveau. Alors que nous nous tenions sur le balcon, regardant les lumières de la ville, Claire s'est tournée vers moi et a dit « Merci de m'avoir appelé ce jour de Noël. Tu m'as sauvé la vie, Romain. Vraiment. Toi aussi, tu as sauvé la mienne, ai-je répondu. Tu m'as montré que tout le monde n'est pas comme Élise et Frédéric. Certaines personnes méritent la confiance. Es-tu prêt, a-t-elle demandé. À faire confiance à nouveau, je veux dire. J'ai réfléchi à cette question. Étais-je prêt? Pouvais-je risquer d'ouvrir mon cœur après qu'Élise l'ait si complètement brisé? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais peut-être avec la bonne personne. Quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti plus fort au lieu d'être amer. Claire a souri. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un exactement comme toi. Nous sommes restés là un moment, et j'ai réalisé que ce réveillon de Noël, quand j'avais entendu la confession d'Élise, ma vie ne s'était pas terminée. Elle avait juste été redirigée vers quelque chose de mieux, quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être construit. 2 ans après Noël, Claire et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement nos amis proches et notre famille. Camille était mon témoin. Les enfants de Claire étaient notre demoiselle d'honneur et notre porteur d'alliance. C'était simple, honnête et absolument parfait. Élise a envoyé un message sur Facebook demandant à se rencontrer pour parler. Je l'ai supprimé sans répondre. Catherine a envoyé une carte pour nous féliciter, espérant probablement réparer sa relation avec son ancien gendre. Je l'ai jetée sans l'ouvrir. Frédéric Dubois était toujours en prison et le serait pour encore 16 ans. Et moi? J'étais enfin, véritablement heureux. Pas le faux bonheur que je m'étais convaincu d'avoir avec Élise, mais un contentement réel construit sur la confiance, l'honnêteté et une partenaire qui avait prouvé qu'elle pouvait affronter n'importe quelle tempête. La meilleure vengeance, il s'avère, n'est pas de détruire les personnes qui vous ont blessé. C'est de construire quelque chose de si bien avec quelqu'un de si juste que le passé devient sans importance. Élise, Catherine et Frédéric, ils avaient tous payé leur prix. Ils avaient tous fait face à leurs conséquences. Mais j'étais passé à quelque chose de mieux. Et cela, plus que toute autre chose, était ma victoire. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et laisser un commentaire ci-dessous partageant vos réflexions sur la trahison et la guérison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur des gens ordinaires surmontant des défis extraordinaires. Parce que tout le monde a un moment où la vie se brise en deux. La question est, que construisez-vous avec les morceaux?